Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette édition d'information à la une de l'actualité. Assassinée il y a plusieurs mois en Turquie, où elle étudiait, la dépouille de la jeune Dina Bongo a regagné la terre de ses ancêtres. Consternation et colère pouvaient se lire sur les visages à l'aéroport Léon-Mba. Les équipes de TV+ et de TV+ Afrique étaient sur place. Le génie militaire recrute, raison pour laquelle 5000 candidats postulent pour seulement 250 places. Dorcelia Pendi nous en dira plus au cours de cette édition d'information. Et enfin, à New York, aux États-Unis, le projet artistique spécial Inside Out célèbre les 75 ans de la mission du maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Bientôt la fin du calvaire avec la pénurie d'eau dans le Grand Libreville. Les travaux du projet Pied-Pal sont en bonne voie et en phase de finition pour approvisionner les quartiers de Libreville en eau potable. Ruth Matanga nous en dit plus dans ce reportage. Lancé en mars 2021, le programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville continue à faire son chemin. Ce projet de l'État vise à renouveler les tuyaux en eau potable. C'est un projet de l'État qui consiste à faire sur un renouvellement d'extension. C'est-à-dire, nous faisons dans la pose des tuyaux un renouvellement général. C'est-à-dire, nous faisons dans la pose des tuyaux PHD. Le but de ce projet est de changer, c'est-à-dire l'ancien réseau, parce que l'ancien réseau avait déjà plein de difficultés et l'ancien réseau était généralement alimenté par le galva. Le galva, les ternites et la fonte. On a constaté qu'à la longue, ça forme des boules de cailloux à l'intérieur et du coup, le gouvernement a décidé de changer, c'est-à-dire l'ancien réseau qui était fait par ces entités que je viens à peine énumérer pour installer bien évidemment le PHD. Et le PHD, à la longue, ne font pas les boules de cailloux à l'intérieur. Rappelons que le projet Pied-Pal est un projet intègre d'alimentation en eau potable du Grand Libreville à l'horizon 2025. Il est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 77 milliards de francs CFA. La mairie du 2e arrondissement de Libreville a servi de cadre pour abriter ce grand événement, un mariage collectif qui a vu la présence de 11 couples qui ont décidé de rompre avec le célibat. Lorraine Biégué. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, dit un texte sacré. 11 couples ont décidé de mettre un thème à l'union libre ou le célibat pour s'unir dans le lien sacré du mariage. Un mariage collectif en vue d'eux. L'objectif de cette cérémonie, c'est de voir la population de notre pays augmenter. Plus on est monsieur et dame, plus Dieu a dit, multipliez-vous. Non, en fait, nous avons pensé, vous savez, le mariage est une institution de Dieu. Et nous avons fait un petit constat sur le terrain. C'est ce constat qui nous a amené, mon collègue et moi, à organiser ce mariage collectif. Heureux d'être mariés aujourd'hui, l'un des couples salue l'initiative de la mairie du 2e arrondissement de Libreville. Je suis très content que la mairie du 2e arrondissement prenne l'initiative d'organiser un mariage collectif. Donc je suis très content par rapport à ça, qu'il ne s'arrête pas d'organiser seulement ce premier mariage, que ça puisse continuer. La mairie du 2e arrondissement ne compte pas se limiter à cette vague. Une autre est prévue. Mais je voudrais rassurer ces derniers. La prochaine sortie, certainement en septembre. Pour ceux parmi vous qui ne sont pas encore mariés,
qui souhaiteraient en profiter. Un couple sur 10 est marié en République gabonaise. Cela s'explique par le coût élevé pour ce genre de projet. Pour réduire le célibat et les couples vivant en union libre, l'État devrait aussi emboîter le pas pour faciliter la tâche aux citoyens qui désirent se marier sans trop dépenser. L'arrivée hier de la dépouille de la jeune Dina Bongo en provenance de Turquie à l'aéroport international de Libreville. Plusieurs compatriotes ont fait le déplacement pour accueillir et rendre hommage à Dina. Une histoire qui attriste plus d'un. Regardons ces images commentées par Dorcelia Pendi. Enfin arrivée sur sa terre natale, la dépouille de Dina Bongo, décédée le 29 mars en Turquie de suite d'un assassinat, a été accueillie au rythme des sanglots de plusieurs Gabonais rassemblés à l'aéroport national pour cette triste occasion. Dina est désormais restituée à sa famille inconsolable, qui ne réclame que la justice. Merci d'avoir venu me soutenir. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Je veux juste la justice pour ma fille, c'est tout. Les obsèques de Dina se feront très prochainement, selon un programme qui sera élaboré par la famille. Phase écrite du concours de génie militaire, ce sont 5000 jeunes Gabonais qui ont répondu présents à cette seconde étape. Un reportage de Dorcelia Pendi. Maçons, peintres, abatteurs d'arbres, détenteurs d'un bac ou d'un bac plus sont ces jeunes qui ont concouru avec des épreuves adaptées à leur filière en vue d'espérer une place dans le corps du génie militaire. Nous avons concouru sur les matières généralement de fiction spécifiques à notre système de formation, c'est-à-dire que génie maintenance industrielle. Nous avons aussi beaucoup eu des matières de culture générale et aussi sur plusieurs spécificités. Dans une bonne ambiance, les candidats se projettent déjà dans ce corps d'élite. C'est-à-dire que le concours, il a été très abordable. C'est dans le contexte qui va vers, dans le contexte qui va vers l'horizon 2025 prôné par le chef de l'État. Et il faut dire que ce concours, permet aux Gabonais, qui sont aussi bien sûr dans tous les domaines, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir représenter son pays. Mais bien plus, car armé de confiance. Oui, bien sûr, parce que tout est question d'aptitude et tout est question de... C'est un concours, hein. Il faut que les places et les opportunités restent ouvertes, mais il faut déjà positiver et aller de l'avant. Malgré que la demande soit largement supérieure à l'offre, les candidats restent unanimement fixés sur le but à atteindre. Phase 2 du concours de génie militaire, 5000 jeunes se prêtent à l'existence pour 250 places environ disponibles. Dorcelia Pendi nous en dit plus dans ce reportage. Culture générale, ça s'est très bien passé, c'est des choses du pays, on connaît, il suffit seulement d'étudier et puis tout ira bien seulement. Par la grâce de Dieu, on espère, même si on sait qu'il serait serré, on espère faire parmi les 250 personnes. J'ai concouru en tant qu'abatteur d'arbres. Bon, ça s'est bien passé, on espère par la grâce de Dieu. J'ai concouru l'agriculture, les épreuves étaient plutôt simples. Ça a été, on a pu s'en sortir. On a eu sur l'informatique, mais j'ai eu à changer d'épreuve. J'ai maintenant concouru sur la culture générale. Mais elle était, pour moi, elle était abordable. Parfumée, mais j'ai gardé espoir. À présent, la clôture de la commission chargée de l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre le sida et les MST, présidée par le secrétaire général de la Santé, Patrice Ontina. Dorcelia Pendi nous en dit plus dans ce reportage. Je souhaite un bon retour dans vos régions sanitaires respectives et déclare clos les travaux d'atelier de validation du plan stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA 2023-2027. Ainsi s'est achevée la commission dédiée à l'élaboration du plan stratégique de lutte contre le sida pour la période 2023-2027, avant l'état général des commissions sur les travaux en atelier qui leur ont été confiés. L'élaboration du PSN 2023-2027 doit avoir des objectifs concertés et s'aligner sur le plan de l'OCAC-CEMAC. Des résultats sont attendus tant au niveau de la prévention et de la prise en charge. Ce rapport, qui constitue le 6e du genre de la série pour le pays,
s'est vu améliorée sur plusieurs axes. Désormais, une nouvelle étape s'ouvre avec l'élaboration des plans régionaux et locaux qui développeront la responsabilité et la réalisabilité des uns et des autres dans cette réponse nationale contre le VIH-Sida. Chaque contribution dans l'élaboration de ce plan stratégique national est de mise dans la riposte à cet ennemi commun qu'est le VIH-Sida. À l'occasion du mois sans tabac, l'Organisation mondiale de la santé a exhorté les gouvernements à cesser de subventionner la culture du tabac et à soutenir les cultures plus durables. Les détails dans ce reportage. Plus de 300 millions de personnes dans le monde sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Pendant ce temps, 3 millions d'hectares de terre dans plus de 120 pays sont utilisés pour cultiver du tabac mortel, même dans les pays où les gens meurent de faim. Le tabac est responsable de 8 millions de décès par an, mais les gouvernements du monde entier dépensent des millions pour soutenir les plantations de tabac. En choisissant de cultiver de la nourriture plutôt que du tabac, nous donnons la priorité à la santé. La culture du tabac est un problème mondial et jusqu'à présent, l'accent a été mis sur l'Asie et l'Amérique du Sud. Mais les dernières données montrent que les compagnies de tabac se développent en Afrique depuis 2005. Il y a eu une augmentation de près de 20% des terres consacrées à la culture de tabac en Afrique. Le tabac n'est pas seulement une menace massive pour l'insécurité alimentaire, mais aussi pour la santé en général, y compris la santé des cultivateurs de tabac. Les agriculteurs sont exposés à des pesticides chimiques, à la fumée de tabac et à autant de nicotine que celle contenue dans 50 cigarettes, ce qui entraîne de maladies telles que les infections pulmonaires chroniques et un empoisonnement à la nicotine. Chaque année, le mois sans tabac rend hommage à ceux qui font une différence dans la lutte anti-tabac. Cette année, l'une des lauréates, Madame Skrina Rubi-Chacha, une agricultrice du Kenya, est reconnue non seulement pour être passée de la culture du tabac aux haricots riches en protéines, mais aussi pour avoir formé des centaines d'autres agriculteurs sur la manière de créer une communauté plus saine. Hors de nos frontières, Rose Christiane Osukara Ponda a été reçue au Palais de la Révolution par son homologue cubain, à qui elle a transmis le message du président Ali Bongo Ondimba destiné à son homologue cubain, presse présidentielle. C'est l'un des temps forts du séjour de la vice-présidente de la République à La Havane. Au Palais de la Révolution, où elle s'est rendue, Rose Christiane Osukara Ponda a été reçue par son homologue cubain. L'échange avec Salvador Valdés Mesa était élargi aux collaborateurs des deux personnalités. Libreville et La Havane sont liés par une relation et une vision commune d'opportunités d'échange et d'épanouissement pour leurs peuples respectifs depuis le 26 mars 1974. Le message du président Ali Bongo Ondimba, transmis ce jour à son homologue cubain par la vice-présidente de la République du Gabon, est l'expression manifeste de la volonté de développer encore des liens positifs et encore plus étroits avec la nation cubaine. Et depuis 2016, la représentation diplomatique du Gabon à Cuba est une réalité concrète. Elle contribue à fertiliser la coopération bilatérale et multiforme entre Libreville et La Havane. Le président Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais du bord de mer le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Au menu des échanges, les questions d'intérêt commun. Aline Nzila de la presse présidentielle. C'est sa seconde audience avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba depuis sa prise de fonction en tant que représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Entre Abdou Abari et le président de la République, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés. À quelques jours de mon départ à New York pour présenter mon rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, il fallait que je vienne prendre les directives et les conseils du président de la République. Comme vous le savez, le Gabon est membre non permanent du Conseil de sécurité et c'est le Gabon et le Royaume-Uni qui tiennent la plume sur UNOCA. Donc tenir la plume dans le jargon des Nations Unies, c'est que c'est les deux pays, Royaume-Uni et Gabon, qui gèrent toutes les questions liées au mandat du bureau que je suis en train de représenter.
Très engagé dans la promotion des droits des femmes, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et son épouse ont été félicités pour l'organisation à Libreville de la conférence des ministres en charge du genre et de la promotion des droits de la femme de la CEAC. L'engagement du président de la République, l'engagement de la première dame qui permettent au Gabon d'abriter aujourd'hui cette conférence sur les femmes, sur l'autonomisation des femmes. Une femme vice-présidente au Gabon, une femme vice-présidente en Angola, une femme premier ministre en Guinée équatoriale, un quota de femmes de plus en plus important dans les gouvernements des autres pays de la région, comme à Sao Tomé. On a passé en revue l'ensemble de ces questions et j'ai pris les conseils et les directives du président de la République que je m'attellerai à transmettre aux membres du Conseil de sécurité et à toutes les personnalités que je rencontrerai à New York en marge de la présentation de mon rapport au Conseil de sécurité. Le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale a pour objectif de renforcer le rôle joué par l'ONU dans l'instauration de la paix et de la sécurité dans la zone Afrique centrale. Au Soudan du Sud, la sécurité des civils est un combat perpétuel pour la force de MINUS. Dans le plus jeune État du monde, un seul homme a la lourde responsabilité de mener et diriger plus de 17 000 casques bleus et déployés pour assurer la paix. Roland Djakou nous en dit plus dans ce reportage. En août de l'année dernière, le lieutenant-général Mohan Subramanian, déployé au Soudan du Sud en tant que commandant de la force de la MINUS, dirige plus de 17 000 casques bleus dans la plus jeune nation du monde, alors qu'il travaille pour protéger les civils et inaugurer une paix durable. Depuis qu'il a assumé ce rôle difficile, il a relevé plusieurs défis de front. I remember on the very first day I came to South Sudan, that day was sort of auspicious. Je me souviens que le tout premier jour où je suis arrivé au Soudan du Sud, ce jour-là était en quelque sorte de bon augure, parce que c'était le premier jour où le premier défilé d'unification des forces nécessaires unifiées a eu lieu. Mais dès le lendemain, nous avons eu un problème dû à la militarisation du Nil, en particulier dans le Haut-Nil. Maintenant, pratiquement du jour au lendemain, un grand nombre de postes de contrôle appartenant à diverses factions armées étaient installés sur le Nil et recouraient à l'extorsion du commerce qui sillonnait le Nil, tout en entravant les mouvements de chaque partie prenante sur le Nil. Des engagements constants avec les parties prenantes nationales ont permis aux plus hauts militaires de la plus grande mission de maintien de la paix des Nations Unies au monde d'arriver à une solution basée sur le dialogue à ce problème, mais servir pour la paix est parfois une série de crises qui exigent constamment agiles, robustes et des réponses agiles sur le terrain afin que des vies puissent être sauvées. The second challenge, of course, was in the Upper Nile State, wherein two communities, the Shiluks and the Nios. Le deuxième défilé, bien sûr, était dans l'état du Haut-Nil, où des deux communautés, les Shiluks et les Nuer, qui ont toujours existé pratiquement en parfaite harmonie l'une avec l'autre, ont éclaté en conflit. Peut-être en raison de l'orchestration des diverses sources, notre objectif dans ce conflit était de garder une longueur d'avance, de protéger la plus grande concentration de civils plutôt que de nous impliquer dans un conflit entre factions armées et également de garantir la sécurité dans notre camp qui abritait près de 4000 personnes déplacées. And also ensure that our POC camp, which housed nearly 40,000 IDPs, was safe. Le commandant de la force Subramanian a également dirigé les efforts de la MINUS pour réprimer la montée de la violence dans l'état de Jonglei à la fin de l'année dernière, mais grâce aux alertes précoces, les soldats de la paix ont pu renforcer leur présence et protéger les personnes. Au bout du compte, la commune de Pibor a été protégée et quiconque a trouvé refuge, environ 17 200 déplacés. Ils ont tous été protégés au mieux de nos capacités. Nous avons également pu créer des conditions propices
à l'acheminement de l'aide humanitaire. À ce moment critique de l'histoire du Soudan du Sud, alors que le pays se prépare pour ses premières élections l'année prochaine, le lieutenant général Subramanian estime que le rôle de la MINUS en tant que partenaire du pays pour la paix deviendra encore plus pertinent compte tenu des implications en matière de sécurité. Le 26 mai dernier, le maintien de la paix des Nations Unies a célébré son 75e anniversaire en participant à un projet artistique spécial Inside Out. L'événement visait à reconnaître les efforts des soldats de la paix des Nations Unies et des communautés qu'ils servent. Regardons. En noir et blanc, avec des affiches, couvrant l'espace emblématique, montrant des portraits des soldats de la paix de l'ONU, des membres de la communauté et d'autres partenaires. Le chef du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a noté. Depuis 1948, plus de 2 millions des hommes et des femmes ont servi à la cause de la paix dans les opérations de maintien de la paix. Le capitaine Cecilia Erzua, qui a servi avec la force de sécurité intérimaire des Nations Unies pour ABI depuis l'année dernière, en tant que commandant du peloton, reçu le prix militaire de l'avocate du genre de l'année, a déclaré: En tant que votre défenseur de l'égalité des sexes de l'année 2022, laissez-nous être des ambassadrices de la paix. Commençons, s'il vous plaît, promouvoir l'égalité des sexes. Le projet Inside Out, fondé par l'artiste Junior pour aider les communautés du monde entier à défendre ce en quoi elles croient, a vu la participation de plus de 5 millions de personnes dans 149 pays et territoires, avec plus de 2000 actions créées. Notre projet consiste à montrer des visages. Vous savez, ce sont des gens qui défendent ce qu'ils croient, en montrant leur visage et en se rassemblant autour de quelque chose qui signifie et qui est important pour eux. Donc ici, nous célébrons les soldats de la paix. Les Nations Unies mènent une campagne mondiale d'un an intitulée « La paix commence par moi » pour honorer le service et le sacrifice de plus de 2 millions d'hommes et de femmes qui ont servi comme soldats de la paix sous le drapeau de l'ONU depuis 1948. Sport à présent, le dernier Conseil des ministres a entériné plusieurs projets de loi, notamment celui relatif à la création du Conseil national des sports en abrégé, CNS. Jeremy Ngouma nous en dit plus dans ce reportage. Adopté lors du Conseil des ministres prévu il y a quelques jours, le Conseil national des sports est la nouvelle structure qui est née sur la base des dispositions prises selon l'article 22 de la loi numéro 033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise. Le Conseil national des sports va jouer un rôle prépondérant dans la modernisation et la régulation du sport au Gabon. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national des sports. La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 22 de la loi numéro 033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise, porte attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national des sports. Le Conseil national des sports, en abrégé CNS, est une autorité administrative indépendante qui a pour mission la régulation, la conciliation, la médiation de propositions et d'avis en matière de sport. À ce titre, le CNS contribue au dialogue entre les différents acteurs en matière de sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport, tout en veillant au respect des règles de déontologie par les fédérations sportives. Ce nouvel outil va jouer un rôle administratif et indépendant. Il va être constitué de 3 principaux organes. Pour son fonctionnement, le CNS se compose de 3 organes permanents, à savoir le secrétariat permanent, la formation plénière et les commissions techniques. Il ne reste donc plus
qu'à attendre l'effectivité de cette nouvelle entité. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur TV+. Sur ce, portez-vous bien. Au revoir.